Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la discrimination sur la santé. Donc à ce titre, nous avons invité Madame Demar, qui est docteure en sociologie. Son champ d'expertise concerne les migrations africaines et diasporas racisées comme noires en Belgique. Madame Demar répondra aux questions que nous aurons sur l'origine de ces discriminations, sur leurs répercussions pour la santé. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous Moustapha Chéri, directeur du collectif contre l'islamophobie en Belgique, association antiraciste. Ses domaines d'expertise, quant à lui, sont autour des droits fondamentaux, de la diversité en entreprise, des discriminations, de la xénophobie, du racisme. Donc bonjour Moustapha, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Enfin, nous avons aussi Madame Van Remoortere. Je ne sais pas si je dis bien. Ça passe. Ou vous pouvez dire Cathy, comme vous souhaitez. Je peux dire Cathy aussi, ce sera plus facile. Vous êtes directrice stratégique chez Actiris. Vous avez fait un master en sciences politiques et sociales. Vous avez fait toute votre carrière dans le domaine de l'égalité des chances et de l'interculturalité. Aujourd'hui, vous travaillez donc chez Actiris en tout ce qui concerne le marché de l'emploi, en fait. C'est ça? Oui. C'est en effet cela. Voilà, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, d'après UNIA, on observe qu'un candidat avec un nom d'origine maghrébine a 20% de chances en moins, en fait, d'obtenir une réponse d'un recruteur par rapport à un candidat au patronyme belgo-belge. Il est également rapporté l'existence de discrimination par rapport aux personnes porteuses de handicap. On voit qu'il y a 23% de plaintes faites à l'UNIA concernant ce sujet, mais aussi sur base de la race, ce qui représente environ 39,5% des plaintes. Toutes ces discriminations ont un impact sur la qualité de vie des usagers, et donc c'est ce pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, et donc on va essayer d'en discuter. Alors, je vais commencer par Madame Demar. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la sociologie et en quoi le fait de l'étudier vous a amené à travailler sur les questions de la migration ? Oui, bonjour. Dans la sociologie, évidemment, on peut toujours renvoyer à plusieurs définitions. Une définition que moi j'aime bien, qui est très simple, qui est de rendre visible ce qui est devant nous et ce qu'on ne voit pas. Donc à partir de là, selon les écoles, on peut s'intéresser à identifier des formes, des tendances, des structures pour rendre compte de ce qui organise la société ou les institutions, mais les institutions au sens des groupes sociaux, ou bien évidemment des institutions beaucoup plus établi. Donc moi, ce qui m'a amené à travailler sur la migration, c'est pas que la migration, c'est la migration, la race, les mobilisations politico-religieuses dans différents domaines. Et depuis, une dizaine d'années, je me suis plus franchement focalisée sur ce qui va relever du militantisme afro-belge, pour le dire de manière un peu générale, et notamment de l'avènement d'un antiracisme afrodescendant. Et depuis 2-3 ans, plutôt sur la question dont la race, le genre, la classe et la santé intersexent, ou s'articulent, s'imbriquent, notamment dans le domaine du VIH et de ce qu'on appelle la santé sexuelle. Ok, super. Merci. Donc, Moustapha, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qu'est le collectif contre l'islamophobie et pourquoi est-ce qu'il a été créé en Belgique, parce qu'il existait déjà en France, je pense. Il existe des collectifs contre l'islamophobie à peu près dans tout le monde entier, sous différentes appellations, mais c'est souvent le mot islamophobie et collectif qui sont repris dans le nom. Avant toute chose, merci pour l'invitation pour le collectif. C'est un véritable honneur pour moi en tout cas de participer à cette émission que je suis régulièrement, vu sa qualité. Alors le CCIB a été créé en septembre 2014 par un ensemble de militants, de militantes surtout, parce que l'islamophobie est d'abord sexiste de tout horizon. Et aujourd'hui, le collectif contre l'islamophobie est une association connue et reconnue pour son expertise, pour son engagement, pour sa notoriété. Auprès d'institutions nationales, internationales, européennes, publiques, privées. Et l'objectif principal du collectif contre l'islamophobie aujourd'hui, c'est le soutien et l'accompagnement des victimes de l'islamophobie. D'accord, donc c'est de l'accompagnement et on va en discuter tout au long de l'émission. Donc Madame Van Remoortere,
Cathy, Parfait, je vais dire parfait. Cathy. Comme vous le souhaitez. Je sais que vous êtes néerlandophone de base, hein, mais Oui, on mais j'ai l'entend un même pas. papa francophone, bruxellois. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on n'entend même pas l'accent. Donc moi j'ai honte, je viens de la Wallonie, donc mon accent en néerlandais est catastrophique. Donc j'espère que je vais m'améliorer au fur et à mesure de l'émission. Je vous aiderai. Merci, c'est gentil. D'ailleurs, Actiris promeut le fait de parler néerlandais. Vous faites des cours et tout ça pour aider les personnes. Hein. En effet, et tout ça gratuitement. Et aussi, au sein du personnel, nous avons des néerlandophones, francophones, tout le monde a droit à des cours. Donc, c'est ce qu'il me faut. En plus, je suis pas loin. Espace Santé Famille, vous savez, on est juste à côté de chez vous. Hein. On va venir suivre des cours chez vous. Je crois Bonne que je vais idée. avoir mon personnel aussi. Bonne idée. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer en quoi consiste, vous, votre travail, du coup, chez Actiris, et comment il participe à la lutte contre le racisme et les discriminations? Oui, donc je suis depuis 4 ans à la tête de la direction marché d'emploi et inclusion. C'est une direction qui comprend 3 services. D'abord, il y a View Brussels, si vous voulez, notre service d'études qui analyse le marché de l'emploi, qui formule des recommandations et qui fait plein d'analyses en lien avec les inégalités sur le marché de l'emploi. En 2019, par exemple, nous avons publié le monitoring Origine qui démontre que les discriminations en lien avec l'origine sont structurelles et massives. Et ces études sont une base importante dans la lutte contre les discriminations. À côté de cela, nous avons 2 services. Un à la disposition des chercheurs d'emploi discriminés ou avec un sentiment de discrimination et aux employeurs. Alors, l'objectif de Actiris Inclusive Service Antidiscrimination est d'offrir un service de qualité aux personnes avec un sentiment de discrimination. Qu'est-ce que c'est un service de qualité? Nous veillons à un réel accueil, à l'écoute et une orientation. Tout ça dans le but de permettre de surmonter des discriminations vécues à l'embauche. En effet, notre conviction est que la meilleure réponse à la discrimination sur le marché d'emploi, c'est un job de qualité. Et donc, il faut savoir que ce service est unique en Europe, donc nous en sommes tout fiers. D'ailleurs, en Flandre ou en Wallonie, il n'existe pas un service au sein des instances publiques de l'emploi. Et puis, nous avons Actiris Inclusive Service Diversité qui offre une consultance gratuite à tous les employeurs qui ont l'ambition d'investir dans la diversité dans l'emploi. Nous leur faisons une consultance gratuite par rapport à la sélection, politique d'emploi et aussi par rapport à leur communication interne et externe. Et donc, ça, c'est la force d'Actiris, c'est qu'on fait des analyses et on offre quelque chose pour les employeurs et pour les chercheurs d'emploi. Et là où nous sommes uniques, c'est que nous mettons en avant une véritable reconnaissance publique de la réalité des discriminations à l'embauche, ce qui est quand même unique. Oui, tout à fait. C'est vraiment super comme service. J'espère que nos auditeurs vont en prendre conscience et peut-être revenir vers vous si nécessaire. Donc, Madame Demar, à partir de quand on peut parler de discrimination ? Alors, l'entrée par la discrimination, c'est une entrée juridique, c'est une entrée par le domaine de la loi. Je pense que Mustapha en parlera. Et donc, ça ne couvre pas l'ensemble des phénomènes ou des situations, des pratiques qui peuvent relever du racisme. Puisque là, on parle de discrimination surtout par rapport à la question de l'origine supposée ou réelle, de l'ethnicité, du racisme. Donc, il y a les discriminations directes, où on peut le plus souvent déceler une intentionnalité, une expression assez claire. Je t'embauche pas parce que tu es noir, je te loue pas mon logement parce que tu portes un voile, ce genre de choses. Et puis, il y a les discriminations plus indirectes qui renvoient à des routines institutionnelles tout à fait neutres, mais qui ont un effet discriminant. Et puis, ensuite, il y a tout un tas d'actes, de pratiques qui ne rentrent pas là-dedans et qui ne sont pas couvertes par la loi, donc qui peuvent renvoyer aussi bien à, par exemple, un folklore raciste, comme on a en Belgique, et dont UNIA ne considère qu'il n'y a pas de fait avéré de racisme, parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité, que ça n'est pas couvert par la loi.
Mais ça peut être aussi ce qu'on va appeler les micro-agressions, ce qui rentre de plus en plus dans la discussion francophone sur l'antiracisme, et qui peuvent toucher à des formes d'objectification, de chosification, de déshumanisation ou de traitement différencié. Donc ça peut être le fait de poser sa main sur la tête d'une personne qui a les cheveux crépus parce qu'on trouve que c'est exotique, c'est marrant, c'est comme on toucherait un petit chien. Ben là, on se permet de toucher le corps d'une personne ou d'un enfant sans lui demander si on peut comme ça faire effraction dans son espace privé. Mais ça peut être aussi des choses qui apparaissent tout à fait anodines, mais qui ne le sont pas pour les personnes qui le vivent. Et notamment, je pense à ce témoignage de quelqu'un qui dit je me suis rendu compte, et ça prend du temps aussi pour s'en rendre compte, que les personnes qui venaient en face de moi, blanches, s'attendaient systématiquement sur le trottoir à ce que je les laisse passer. Et donc vraiment, quand on rentre dans le domaine des micro-agressions, c'est très difficile de faire passer ça dans de la discrimination, voire dans du racisme. Et donc ça pose la question en Belgique, qui est une question qui est de plus en plus portée dans l'espace public, celle de la définition du racisme. Comment est-ce qu'on définit le racisme? Et puisqu'on se rend compte de plus en plus, en tout cas en sociologie, qu'il y a une vraie fracture entre un antiracisme d'État et un antiracisme porté par les personnes qui vivent le racisme. Il y a des définitions qui ne sont pas les mêmes, des catégories qui ne sont pas les mêmes. Et dans ce contexte belge qui n'a pas de plan national, interfédéral de lutte contre le racisme, malgré l'engagement de la Belgique depuis 2001, on le sait, à la conférence de Durban organisée par les Nations Unies. Et donc après, on a vraiment la question des discriminations dans le domaine du droit. Ça ne couvre pas tout ce qui relève du racisme. Ça ne couvre pas non plus tout ce qui relève des inégalités, parce que les inégalités, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus structurel sur la manière dont la classe, dont l'espace urbain, dont le genre, dont beaucoup de paramètres vont être imbriqués et vont faire que certains groupes vont être marginalisés, stigmatisés, invisibilisés, et donc vivre des inégalités, soit dans le domaine de la santé, soit qui vont se répercuter sur le domaine de la santé. Et là, il y a une autre difficulté qui se pose, c'est celle des chiffres. Puisque quels sont les outils que nous avons pour pouvoir mesurer, pour pouvoir définir le racisme, et ensuite pouvoir le mesurer et éventuellement pouvoir en déduire ou pouvoir identifier des discriminations. Donc, pour répondre à votre question, tout dépend des outils qu'on se donne, juridiques, statistiques, sociologiques, pour pouvoir dire s'il y a discrimination. Et le fait est que pour le moment, on n'a pas énormément d'outils. C'est pas si facile à prouver finalement. On n'a pas énormément d'outils et je pense que peut-être qu'à un moment donné, la question va arriver dans notre conversation, celle du sous-rapportage des plaintes. Oui, voilà, c'est ça. Finalement, on invite les gens qui sont discriminés à porter plainte. Beaucoup ne portent pas plainte, beaucoup ne vont pas signaler des faits, parce que finalement, c'est ça qui nous permet de mesurer un petit peu si les gens sont victimes de discrimination ou pas, quoi. Ok. Monsieur Chehri, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner des exemples de violences que les personnes de confession musulmane peuvent subir? Est-ce qu'il y a un type qui prévaut sur l'autre? Alors, aujourd'hui, les femmes musulmanes majeures ne peuvent pas aller dans les écoles ou choisir les études qu'elles veulent. Elles sont exclues de certains secteurs de l'enseignement. Aujourd'hui, les femmes majeures sont exclues du métier qu'elles veulent exercer. Aujourd'hui, les femmes majeures sont exclues des piscines où elles veulent aller nager. Elles sont exclues des salles de sport où elles veulent aller nager. Elles sont exclues des voyages scolaires avec des enfants parce qu'elles sont femmes majeures avec un foulard. Et ces violences verbales, ces violences physiques, ces violences économiques, ces violences psychologiques sont malheureusement le type le plus important que le collectif contre l'islamophobie en Belgique doit gérer. Et ces violences sont au vu et au su de toute la société qui regarde faire ça. Non seulement ces femmes-là subissent ça, mais leurs enfants voient cela. Donc l'impact sur les deux est énorme. À côté de ça, effectivement,
des hommes subissent aussi des actes d'islamophobie, mais disons que 80% des actes qui nous sont rapportés, et encore une fois sous-rapportés, concernent des femmes majeures en Belgique. À côté de ça, vous avez aussi des hommes. Parce qu'ils ont une barbe trop longue, ils sont interdits d'accès dans des zones de sécurité, dans des aéroports ou des centrales nucléaires, alors qu'ils y ont travaillé depuis 15 ans, depuis 20 ans. Quelqu'un arrive et décide de changer le règlement du travail et on enlève le badge aux gens sur le profilage ethnique. Hein. On a fait en 2019 et en 2020 un projet avec le SPF Emploi et Actiris, l'Institut Égalité Femmes-Hommes, etc., qui s'appelait Open Job Testing, où pendant 2 ans, on a envoyé des centaines et des centaines de CV de testing auprès de 3 grands secteur de l'entreprise bruxellois. Bon, si vous portez le foulard, le taux de réponse il est quasiment nul. Mais ce qui a effrayé les académiciens qui ont travaillé avec nous dans ce projet, c'est le faciès. Aujourd'hui, si vous êtes arabe, les gens ont peur de vous. On en est là à construire, sur base des préjugés, des stéréotypes, à construire un problème en déshumanisant des personnes parce qu'on a peur de quelque chose qui se produit ailleurs et peut-être qui nous touche, mais on est incapable politiquement à gérer cette situation. On a aussi des enfants qui malheureusement doivent supporter les insultes de leurs camarades de classe, d'autres parents, d'autres enseignants. Et comment est-ce que ces enfants se construisent en voyant que leur maman est exclue, que leur religion est exclue, que leur comportement est exclu? Quelle valeur voudrait-on leur donner? Okay. Et ça, c'est le grand défi que nous avons au collectif contre l'islamophobie. Et comme a dit Madame Demare, c'est la capacité à demander aux gens de faire des signalements. C'est de ne pas se taire. En 2018, je pense qu'il y a eu de la part de la Fondation Roi Baudouin un rapport sur les communautés marocaines et turques en Belgique, et il y a dirigé par Madame Corinne Torkens, où il y avait un paragraphe, où il y avait un chapitre entier sur les discriminations, et on voit que dans les discriminations, comme tu l'as dit Sarah, les gens, 60% des gens pensent que ça ne va rien changer s'ils vont porter plainte. Ben oui. Okay. 15% dans mes souvenirs, c'est la méconnaissance de la procédure à porter plainte. Aujourd'hui, si on doit refaire la même étude, je suis sûr qu'on va ajouter une barrette statistique. C'est la peur des institutions, c'est la peur d'aller dénoncer son patron qui est discriminant, c'est la peur d'aller... la peur des conséquences aussi. Hein, exactement. Tu peux perdre ton emploi, tu peux subir des pressions psychologiques après. Il faut se rendre compte aussi, ça ne doit pas être évident de signaler. C'est peut-être aussi quelque chose qui explique le sous-rapportage. Oui. C'est les gens sont dans un trauma qui ne leur permet pas de dire « tiens, je vais aller porter plainte ». Ils sont tellement dans le choc. Ça, je vais peut-être en parler un peu. Oui, on en parlera après, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Cathy, du coup, selon vous, pourquoi est-ce que les discriminations existent? Est-ce qu'il y a une origine qui nourrit ces discriminations? Certainement. Il faut savoir que en tant qu'humains, nous sommes limités. Et le cerveau humain a besoin de classer les choses, les situations dans des cases qu'il se construit lui-même. Quelque part, tout naturellement, nous sommes tous discriminants. Nous avons tous des préjugés, il faut reconnaître cela. Et quand on regarde l'histoire ou les histoires, toutes les sociétés et structures sociales ont toujours et partout fonctionné de cette façon. Par exemple, par rapport à la distinction des rôles sociaux des hommes ou des femmes. Et dans chaque communauté, on a une façon de percevoir qui en fait partie et qui en est étranger. Cependant, reconnaître cette réalité ne doit pas être une source de fatalisme. Et au contraire, on peut travailler ces cases, on peut travailler ces représentations. Et le premier pas
est toujours reconnaître nos propres schémas discriminatoires. Évidemment, ce n'est pas évident. C'est plus facile de garder ses convictions. Et puis, il y a aussi la peur de l'autre qui fait qu'on continue souvent à déconstruire, à utiliser ces cases. Mais le monde évolue, on le voit chaque jour. Regardons, nous sommes ici avec un public diversifié qui arrive à se parler. Il y a des possibilités pour y travailler. Ouais, donc il faut travailler peut-être sur certaines représentations mentales et peut-être un peu de prévention aussi. Mais on en discutera dans quelques instants. On va s'arrêter quelques minutes pour une petite pause. Chers auditeurs, aujourd'hui nous parlons de l'impact des discriminations sur la santé. Restez avec nous. À tout de suite. Nous sommes de retour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des discriminations sur la santé avec nos spécialistes. Madame Demar, qui est sociologue, Monsieur Mustapha Chehri, qui dirige le CCIB, et alors Madame Van Remoertere, qui dirige un service justement à Actiris sur, je pense, la qualité aussi des interventions. Comment vous appelez votre service ? En fait, je suis responsable d'une direction qui s'appelle Marché d'emploi et inclusion. D'accord, c'est ça. Donc, c'est plutôt la qualité... Enfin, oui, c'est plus pour travailler sur l'inclusion et l'emploi. En fait, on a notre centre d'études qui analyse ce marché d'emploi, qui observe les points forts et faibles pour veiller à ce qu'il y ait une réelle inclusion de toute personne au sein du marché de l'emploi. Ok, super. Alors, moi, je reviens vers Madame Demar. Peut-être nous dire quelles sont les croyances que l'on retrouve le plus chez les personnes racistes. Alors, j'ai toujours un problème avec ces définitions du racisme et des personnes racistes. Ça voudrait dire finalement qu'on aborde le racisme à travers l'auto-identification, ou l'autodéfinition, ou la revendication comme étant raciste. Ou voire par l'intentionnel, le fait d'être intentionnel. Et donc, le problème, c'est que les études sur la race, sur le racisme, montrent que, d'une part, il n'y a pas besoin d'être raciste ou bien de revendiquer une idéologie que l'on pourrait qualifier de raciste pour être dans des pratiques ou avoir intériorisé des représentations, des savoirs qui sont racistes ou être dans des pratiques qui participent de la reproduction du racisme. Donc du coup, pour moi, parler du racisme à travers les personnes racistes, on risque de retomber un peu dans ce paradigme des années 80-90. Le racisme, c'est l'extrême droite. Or aujourd'hui, ce qu'on observe dans la circulation des représentations, des idées et des pratiques, c'est qu'il y a eu je ne vais même pas parler de banalisation, mais de normalisation du racisme qui finalement est une composante plutôt culturelle et qui traverse toutes les institutions. Et donc, quelles que soient, a priori, je veux dire, les idées qu'on a, même universalistes, égalitaristes, ne sont pas une protection, une prévention contre ce qu'on pourrait appeler le racisme. Donc, à nouveau, on revient sur cette question de comment est-ce qu'on définit le racisme. Alors, effectivement, on a tous... On grandit dans des sociétés qui ont un héritage. Oui. Qui ont un héritage, on parle de quand même 5 siècles d'histoire coloniale et esclavagiste. Donc ça marque une société, ça marque une histoire. Et il n'y a pas un seul domaine de la société qui est épargné par ça. Donc on est tous un peu nourris au biberon de ce qu'aux États-Unis on appellerait le suprémacisme blanc, qui fait très peur ici. On voit tout de suite le Ku Klux Klan, mais qui renvoie simplement au fait qu'il y a une domination blanche, institutionnelle, et qui est assez visible. On regarde les médias, on regarde qui sont les professeurs de nos enfants, on regarde quels sont le nom des rues des personnes, le nom des personnes dans le nom des rues. Donc voilà, on peut comme ça, dérouler à l'infini. Et donc du coup, oui, on a tous des préjugés, des représentations, on peut tous être un peu xénophobes, mais on n'a pas tous du pouvoir. Ouais. Voilà, et donc du coup, la question de l'individualisation du racisme, c'est un peu problématique, c'est même très problématique, parce que ça empêche véritablement de penser le racisme dans sa dimension structurelle et systémique, c'est-à-dire pas simplement au niveau des interactions individuelles,
mais aussi au niveau des institutions, des structures. Moi, mon institution, c'est l'université. Il y a probablement moins de 1% du corps académique qui n'est pas blanc. Donc, l'université est une institution qui est racialisée. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il faut quand même pouvoir définir ce que c'est le racisme. Et la race, ça renvoie à les représentations, certes, mais aussi à tout un ensemble de pratiques, de mécanismes juridiques, institutionnels, qui classent, qui organisent et qui hiérarchisent. Et donc, c'est intéressant de venir s'intéresser plutôt où sont les hiérarchies. Est-ce que ce sont des hiérarchies raciales? Pour ensuite voir, voilà, qu'est-ce qu'on fait si on estime que peut-être le racisme, c'est pas bien, d'après les décrets, les législations européennes, belges, avec lesquelles on travaille jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour démanteler? Et donc, c'est important d'avoir toujours, quand on parle de racisme systémique, c'est ces deux niveaux. Il y a le niveau interindividuel, et puis il y a le niveau plus qui nous échappe, en fait, mais dans lequel on peut être, une personne noire peut être discriminante racialement, parce qu'elle fonctionne dans une institution qui a son mode de fonctionnement et qui a ses représentations et qui a, de manière a priori neutre, des routines, qui fait que c'est une institution qui est discriminante. Donc pour vous, ce sont plus des pratiques et parfois qui peuvent même être moins informelles. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un racisme qu'on peut dire primaire, c'est-à-dire vraiment le fait de dire j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, j'aime pas, etc. Ça, c'est une chose. Pour moi, le racisme anti-blanc, c'est pas seulement pour moi, mais bon, dans le domaine de la sociologie, le racisme anti-blanc, c'est une aberration. Ça n'existe pas. On peut avoir des sentiments anti-blancs, on peut être dans des réactions, on peut avoir une xénophobie, mais on ne peut pas mettre au même niveau une réaction par rapport à une situation donnée et un système de pouvoir. Le racisme est un système de pouvoir. C'est lié pour vous à la question du pouvoir et de la place dans la société aussi. Oui, c'est lié à ça. Et puis, si vous voulez, le racisme, quand vous dites qui sont les personnes racistes, aujourd'hui, on a un peu ce qu'on appelle un peu le old-fashioned, les personnes colorblind. Oh, moi, je ne reconnais pas les races. Moi, il n'y a pas de race. On est tous pareils. Mais ça c'est une forme de racisme, le colorblindness. Parce que, bien évidemment, les races biologiquiques n'existent pas. C'est des inégalités qui ont été traduites dans le langage biologique pour justifier. Donc, il y a eu l'esclavage, la colonisation, le fait de considérer que des personnes sont inférieures, le fait de faire travailler gratuitement, le fait d'approprier des terres. Et puis, on a justifié ça dans un langage biologique. Donc, on sait très bien aujourd'hui que les races, d'un point de vue biologique, n'existent pas. Mais les croyances qu'on peut avoir par rapport à ça ont des effets. Et donc, ce sont ces effets-là, donc dire « Oh non, moi, je ne regarde pas les couleurs », c'est une manière d'empêcher la discussion autour du sujet. Sur le sujet. Et donc, du coup, en sociologie, on considère que ce colorblindness est une forme de racisme. Donc, les discours égalitaristes, républicains, universalistes nécessitent d'être déconstruits par rapport à la pratique et par rapport au fait qu'il y a quand même une classification, une hiérarchisation des individus en fonction de ce qu'on appelle la prétendue race. C'est la couleur de peau, mais c'est pas seulement, c'est le nom, c'est les cheveux, ça peut être la religion. Et donc, du coup, c'est plus intéressant. Si on veut vraiment lutter contre le racisme, il faut s'intéresser à ce que ça fait. À ce que ça fait. L'impact, oui. Exactement. Ouais. Alors, du coup, moi, j'aimerais revenir vers Moustapha Chehri. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'elle est, et en quoi vouloir entraver la liberté et la bonne santé des personnes discriminées en fait un délit grave, finalement? La Déclaration des droits de l'homme, des hommes. Je préfère des humains. Des humains. Okay. Alors, effectivement, c'est une charte dans laquelle il y a énormément d'articles. Une charte, c'est quelque chose de pas contraignant. Vous l'avez là, vous la signez, vous appliquez ou vous l'appliquez pas, c'est kiff bourricot. Mais il y a quand même un article intéressant qui est l'article 25 que je vais vous lire. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Ça, c'est la charte, ce qu'elle dit. Et comme l'a rappelé Sarah en début de discussion,
En 2001, la Belgique a ratifié la Convention de Durban dans le cadre de la lutte contre le racisme. On est 20 ans plus tard et il n'y a toujours pas de plan interfédéral contre le racisme et les discriminations. La Belgique a signé la Convention d'Istanbul. On est à 11 féminicides en Belgique. Les violences conjugales ont explosé. C'est l'horreur. Pourtant, on a signé ça. C'est peut-être négatif ce que je dis, mais j'ai confiance dans une nouvelle génération de personnalités politiques, telles que Sarah Schlitz, telles que Margot Deré, telles que Leila Hadjik, telles que Farida Tahar, qui sont toutes des femmes, qui prennent conscience effectivement qu'il faut agir pour que les gens se sentent mieux, dans leur tête et dans leur corps. Ça, c'est important. Donc, la charte, elle est là, elle dit ça, et puis libre aux pays de décider ce qu'ils vont faire avec cette charte. Est-ce que c'est un délit grave, du coup, si on entrave cette charte, comme vous dites? Un délit grave, c'est par rapport à quelque chose qui est établi. Oui. Donc, voyons où c'est établi, là où ça l'est. Eh bien là, alors, on ne regarde pas la charte des droits de l'homme au niveau de la charte des droits de l'homme au niveau universel, au niveau de l'ONU, etc. Il vaut mieux regarder alors les droits fondamentaux. Et l'Europe impose à tout membre adhérent à l'Europe, pour qu'il soit membre, pour qu'il soit dit démocratique, de tenir en compte quelque chose d'important. Et ce sont les droits sociaux. Il y a des droits individuels, il y a des droits, beaucoup de droits dans les droits fondamentaux, et puis il y a un paquet de droits sociaux qui doivent assurer la protection du citoyen et de sa santé. Et on lit dans l'article 35, protection de la santé, toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé, de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Donc le cadre est de nouveau défini, mais c'est aux nations, c'est-à-dire à la Belgique, à la Hollande, plus à l'Angleterre, d'implémenter un système qui garantit la protection de la santé de ses citoyens. Okay? Revenons alors à ce que dit le droit belge. Déjà dans la Constitution, on a l'article 23. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, il y a un décret qui impose des droits. Et ce droit-là s'écrit comment dans la Constitution? Le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique. Donc on a un droit constitutionnel. Donc, lorsqu'on ne vous apporte pas la santé, les moyens pour assurer votre santé, effectivement, il y a une infraction vis-à-vis de la loi. Malheureusement, la loi ne dit pas, elle dit ce qu'il faut vous protéger, mais elle ne dit pas comment vous protéger. Et chaque pays est libre de créer sa sécurité sociale comme il l'entend. On a... Dans cette pandémie Covid-19, on a marqué quand même les limites de notre sécurité sociale. Comment on l'a gérée ces dernières années, et on en arrive à la situation connue en Belgique, mais qui n'est pas que belge, elle est connue à peu près dans tous les pays. Cette crise sanitaire a démontré la faiblesse de certains systèmes de sécurité sociale. Mais en Belgique, on a des hôpitaux publics, on a l'ONE, on a le PSE dans les écoles, on a des services de sécurité, de prévention dans les entreprises. On a même des maisons médicales. On a des services de secours. On a des services d'aide aux victimes. Okay? Donc, on a un système social. On a un système social qui est là pour soutenir la santé des gens. Est-ce qu'il est équitable? Est-ce qu'il est égalitaire? Ça, c'est autre chose. Ce que je voudrais surtout souligner dans mon intervention ici, c'est que toutes les études qui ont été faites démontrent aujourd'hui qu'un Belge sur 5 n'a plus les moyens de se soigner. Alors qu'on a un système social extrêmement varié, disponible, etc. Mais manifestement, il faut de l'argent pour y accéder aussi. Donc un Belge sur 5 n'a plus les moyens de se faire soigner. Qu'est-ce qu'il fait quand il est discriminé? Qu'est-ce qu'il fait? Et pire, dans le monitoring de l'Observatoire de la pauvreté, du SPF social, etc.,
la pauvreté qui a encore été accentuée dans cette crise de pandémie démontre qu'à Bruxelles, 44% des enfants ne se soignent pas parce qu'on n'a plus les moyens de se soigner. Il faut payer son logement, il faut payer sa nourriture et on fait des concessions sur sa santé. Et c'est ça qui est terrible. Alors imaginez, si vous n'avez pas déjà les moyens de vous soigner, de soigner votre physique, qu'est-ce qu'il en est pour le mental lorsque vous êtes face à une discrimination, chez nous, c'est catastrophique etc. aussi. Hein. Donc, les services de santé on a mentaux effectivement sont des saturés lois, en plus. des chartes qui sont là, mais c'est laissé à la discrétion des États comment s'organiser. Et il y en a qui favorisent la dépense publique, on la favorise plutôt pour les pensionnés que pour les lits d'hôpitaux et soigner les gens un peu mieux, etc. Donc c'est un véritable choix politique. Et manifestement, la situation pandémique a démontré que les choix politiques qui ont été faits ne sont pas les bons pour assurer effectivement cet article de la Constitution. Ouais, et de respecter aussi les besoins des usagers, de pouvoir prendre soin d'eux. Quoi. Et le dernier point sur un Belge sur 5 ne sait plus payer ses soins de santé et 44% de la population de Bruxelles. Ce que je veux démontrer, c'est la précarité qui a été renforcée au travers de cette pandémie et qui a démontré encore plus d'inégalités où elle a démontré les égalités qui ne sont pas les priorités politiques. Et ça, c'est l'enseignement le plus important que moi j'ai retenu concernant cette discussion. Pour vous, vous pensez qu'il manque, au niveau de la lutte contre les inégalités, vous pensez qu'il manque des décisions politiques ou des structures qui pourraient peut-être justement davantage travailler sur ça ? Certainement, oui. Absolument. Je lisais un rapport hier sur l'égalité des genres. Épouvantable. En un an, on a régressé de 25 ans sur l'égalité des genres. Et on démontre que c'est les femmes qui payent le prix fort de la précarité et de la pauvreté en Belgique et à Bruxelles, si on est à Bruxelles. Mais moi, je dis toujours, en plus, avec la pandémie, là, quand... S'il y en avait un qui devait rester à la maison pour s'occuper des enfants, ce sera souvent la maman qui va devoir faire le choix de s'arrêter ou de rester à la maison. Ce sera pas le papa. Et ça, pourquoi ? Enfin, moi, je dis toujours ça. Moi, je suis un peu féministe sur ce truc-là. Je me dis, mais pourquoi c'est moi qui dois m'arrêter de travailler ? Pourquoi c'est pas toi ? Donc, c'est vrai, à la fin, mince, quoi. Pour les couples qui ont la chance d'avoir... Oui, quand ils sont à deux encore. Malheureusement, la précarité aussi a démontré que... C'est les familles monoparentales qui payent le prix fort de cette précarité aussi. Tout à fait. Alors, on va devoir s'arrêter parce qu'on est déjà à la fin de la première partie. Dans la seconde partie, on va appeler une jeune femme qui va témoigner d'une discrimination qu'elle a vécue. Elle va nous expliquer un petit peu quel impact ça a pu avoir sur elle. Et puis, on va continuer avec nos spécialistes ici à discuter sur ce sujet. N'hésitez pas à nous poser aussi toutes vos questions au 0488 106 800. Vous pouvez aussi nous envoyer vos messages, vos commentaires. On est en direct sur ma page Facebook du coup. Mais donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions à nos invités. Ils répondront volontiers. Voilà, à tout de suite chers auditeurs dans Santé pour tous. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous parlons des discriminations sur la santé et nous avons invité Madame Demar, qui est docteure en sociologie, qui travaille à l'ULB, qui est spécialisée dans l'immigration africaine et les diasporas racisées comme noires. Nous avons Moustapha Chéri, qui est directeur du collectif contre l'islamophobie, et Madame Van Remourter, qui est directrice stratégique chez Actiris et qui travaille dans le service inclusion, dans tout ce qui est lié à l'emploi. Alors, nous avons commencé à un peu poser le cadre et on a commencé en retard, on s'excuse un petit peu, donc voilà, mais chacun est venu un peu nous expliquer, mais voilà, ces définitions du racisme, on a parlé des droits de l'homme, etc. Et on avait envie d'avoir un petit témoignage et donc je ne sais pas si notre régisseur a réussi à appeler, notre régisseur qui est complètement occupé, à appeler notre témoin. Donc voilà, mais je ne me vois pas. Habib, tu peux me voir ? Non, tu ne me vois pas, tu peux me voir. Est-ce que tu as téléphoné à notre témoin ? Voilà. Elle est en ligne ? Non, pas encore. Alors, on aimerait bien avoir un petit témoignage pour que vous puissiez, en fait, chers auditeurs, vous rendre compte que voilà...
les discriminations peuvent avoir un impact sur ce qu'on vit au quotidien. Monsieur Chéry nous a un petit peu expliqué que ça pouvait avoir un impact sur la femme en particulier qui est discriminée, en tout cas dans le cas d'islamophobie. Mais que ça peut avoir un impact aussi sur ses enfants, sa famille, puisque l'enfant grandit en voyant par exemple sa mère discriminée. Mais donc on attend un petit peu et voilà. Donc si mon régisseur, elle est en ligne, est avec nous. Voilà. Fatima, tu nous entends? Salam alaikum. Oui, je t'entends très bien. Voilà, bonjour, super. Merci Fatima. Alors en fait, donc le sujet de l'émission, comme tu le sais, c'est l'impact des discriminations sur la santé. Et on aurait voulu un petit peu avoir, toi, une expérience ou alors en quoi une discrimination, la discrimination a pu impacter toi, ton quotidien, ta santé, peut-être tes projets d'avenir. Voilà. Est-ce que tu as un petit exemple à nous donner? Oh, oui, j'en aurais. Donc d'abord, je voudrais juste vous remercier donc d'avoir mis en place cette émission, parce que je pense que ça visibilise toute une série de souffrances en fait que toute une partie de la population en Belgique et de la population musulmane vit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je pense que si je devais donner un exemple de discrimination, je pourrais pas en donner un seul précis. J'en ai des tas à donner, et je pense que le problème, c'est que justement aujourd'hui, mon histoire individuelle est en fait devenue un récit collectif. Il y a des tas de femmes qui vivent ça au quotidien, et ça fait vraiment partie de notre combat au jour le jour. Mais ici, j'ai quand même envie de partager avec vous mon parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc moi, j'ai mis mon foulard à l'aube de mes 18 ans. Et très tôt, en fait, je me suis rendu compte que j'allais devoir me battre en fait pour pouvoir atteindre mes objectifs professionnels. Donc j'ai d'abord dû aller dans une école un peu ghetto pour pouvoir mettre mon foulard, puisque dans les écoles secondaires, on peut plus mettre le foulard en secondaire ici à Bruxelles. Ensuite, en arrivant dans mes études supérieures, on nous a beaucoup fait des remarques par rapport à notre voile pour retrouver des stages. C'était très compliqué. Puis pour pouvoir suivre des études, notamment mes études de master, j'ai été confrontée à l'interdiction totale du port de mon voile dans l'école, et j'ai dû faire appel notamment ici au CCIB, qui m'a soutenue en fait dans mes démarches, parce que j'ai effectivement porté plainte contre l'école à ce moment-là. C'est très courageux. Il y a peu de jeunes femmes, je pense, qui le font. Hein. C'est chouette d'avoir. Oui, mais bon. Malheureusement, effectivement, il y a très peu de femmes qui le font, et même quand elles se sentent oppressées par l'interdiction, elles ont envie de réagir, mais elles ont peur. Et puis il y a beaucoup de personnes qui se sont rétractées au moment où on a commencé à parler d'avocats, où on a commencé à parler de tribunal, etc. Il y a une jeune fille qui est restée dans la plainte. Et elle est restée 3 ans dans l'école à subir des remontrances de la part des professeurs, de la direction, etc. Ça a été très difficile pour elle. Ce que je pense aussi, c'est que cette année-là, c'était une année très très compliquée pour nous. Pour ma part, en tout cas, c'était teinté de moments de dépression, etc. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et j'ai vraiment toujours du mal à venir devoir témoigner pour des choses comme ça. Mais je pense que je me fais un petit peu même violence à moi-même en le faisant. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut le faire pour que les choses changent. Et donc, je le prends vraiment comme un devoir. Il y avait des moments où c'était vraiment difficile, Fatima, justement de devoir subir les pressions tant à l'école, et puis alors en plus tout l'aspect administratif, juridique derrière, c'est pas si évident que ça. Oui, c'est exactement ça. Donc on a l'impression qu'en tant qu'étudiante, on a déjà pas mal de défis, hein. Parfois en termes des cours, financiers, etc. Et il y a plein de choses. Et on a l'impression que d'autres personnes peuvent se concentrer sur leurs études, peuvent se concentrer à construire leur vie. Nous, on doit se battre pour justifier notre existence, en fait. Et c'est pas normal.
c'est pas normal. Et au-delà de ça, ici, ça c'était mon parcours. Et puis il y a d'autres femmes qui internalisent en fait la discrimination et qui dès le départ, au choix de leurs études, choisissent des études par défaut en fait, et se disent voilà, je vais choisir telles études pour pouvoir avoir accès au monde de l'emploi. Et finalement, elles se retrouvent dans des secteurs qui ne leur correspondent pas du tout. Et puis après, elles sont un peu perdues et elles se demandent un petit peu qui elles sont, comment est-ce qu'elles vont pouvoir s'intégrer, etc. Donc c'est vraiment problématique. Et puis en fait, ça s'arrête jamais parce que quand ça finit avec l'école, c'est sur le marché de l'emploi. Moi, j'ai postulé, on était très intéressés par mon profil et puis on m'a demandé d'enlever mon voile pour pouvoir avoir le poste, que j'ai refusé, mais c'est vraiment un combat quotidien. Et quand ça c'est fini, c'est dans le secteur des loisirs. De nouveau, j'ai voulu m'inscrire à une salle de sport. Je pensais que je paye mon abonnement comme tout le monde. Je venais pour faire mon sport et pour justement avoir un certain niveau, pour pouvoir avoir un meilleur niveau de vie. Et on m'a refusé l'accès à la salle de sport parce que j'avais un voile sur la tête. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous suit en fait un petit peu partout et qui est un combat vraiment quotidien. Et en fait, à ce stade-ci, on a le sentiment, c'est du harcèlement, et c'est un harcèlement qui est en fait communément admis, accepté et qui est devenu en fait, qui est complètement normalisé dans les médias, dans l'espace public. Parfois, Madame Demar disait aussi, hein, oui. C'est ce que vous disiez. Tout à fait. Parfois, on parle même de ah oui, mais est-ce que c'est vraiment une discrimination, etc. Et ça, c'est une double, triple violence. Et voilà. Oui, et donc je me rends bien compte que ça ne doit pas être évident parce qu'après, comment on peut se sentir exister quand on peut avoir une place nulle part finalement. Exactement. Et on choisit des places par défaut et on se retrouve en fait là où on n'est pas censé se retrouver. Et puis ça affecte en fait au final l'estime de soi, la confiance en soi. Est-ce que je suis pas bonne à ça, mais en effet tu aurais été meilleure dans un autre secteur parce que ça aurait été quelque chose qui correspondait plus à ta personnalité, à ce que tu voulais être dans la vie, etc. Et donc, c'est empreint de plein d'anxiété pour le futur, de doutes dans nos choix. C'est aussi vraiment un gros frein à l'action, vraiment, autant pour postuler que pour faire quoi que ce soit dans la vie, même pour aller en vacances. Parfois, on se retrouve à devoir se dire, ok, est-ce que le lieu où j'ai envie d'aller en vacances, est-ce qu'il y a un haut taux de racisme, est-ce que j'aurai pas des soucis quand j'arriverai sur place, etc. Enfin voilà, moi je me suis déjà retrouvée en Tunisie, c'était même pas, on va dire, c'est un pays musulman, où voilà, je faisais une visite et puis j'ai un Français qui est venu chez moi et qui commence à me faire des remarques par rapport à mon voile, qui commence à me poser des questions, etc. La seule chose que j'ai envie quand je suis en vacances, c'est de me détendre et pas de me justifier par rapport à ma religion. Ouais. Donc, ouais. Donc, en tout cas, on entend que ça n'a pas dû être facile et que c'est toujours pas facile. C'est toujours pas facile. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu parles de l'estime de soi, mais j'allais justement poser cette question à Cathy qui travaille en tant que directrice chez Actiris. Donc, je te remercie très fort, Fatima, pour ce témoignage. C'est très courageux. J'espère qu'il inspirera d'autres jeunes filles et que ton combat continuera et que, qu'on pourra peut-être faire bouger les choses et bouger un peu les balises, même au niveau politique et social. Donc je vais me retourner vers nos spécialistes par rapport à ton témoignage. Ça va ? Merci beaucoup, Fatima. Voilà, merci beaucoup, Virginie. Au revoir. Merci. Du coup, je voulais savoir, finalement, que ces personnes qui sont est-ce que ces personnes finissent par être conditionnées par les discriminations ? Là, on entend qu'elle a même peur de partir dans certains endroits en voyage en disant est-ce que là-bas c'est pas trop dangereux ? Est-ce qu'on va m'accepter ? Est-ce que on s'est demandé finalement est-ce qu'elle développe certains complexes ? Elle parlait d'une baisse d'estime de soi, mais est-ce que c'est possible de développer une baisse d'estime de soi ? Et par exemple, est-ce que ça pose problème quand on veut se présenter par exemple pour un emploi, si déjà on a été conditionné et que finalement on finit par pas s'aimer ou pas s'estimer, c'est dur après de se vendre pour un emploi. Donc est-ce que vous avez déjà observé ça ? Certainement, c'est ce que nous rencontrons souvent chez les personnes discriminées qui viennent chez Actiris Inclusive Service Antidiscrimination. Donc nous fonctionnons tous en classant les personnes et les situations que nous rencontrons. Nous le faisons tous. Et notre propre image est fortement influencée par l'image que nous revoient les autres, les gens que nous côtoyons ou la société.
Pour donner un exemple, si on prône à notre enfant, on lui dit chaque jour qu'il est intelligent, qu'il est beau, qu'il va réussir sa vie, il y a beaucoup de chances que cet enfant a tellement de confiance en soi que... Qui devienne politicien. Non, je plaisante. Par exemple. Par contre, si on dit à notre enfant qu'il ne vaut rien, que c'est un poids pour la famille, là, il y a l'effet contraire qui se développe et il y a forte chance que la personne conforme cette réalité. Ce qu'on appelle les neurones miroirs finalement, c'est-à-dire que le cerveau et les croyances vont se développer en fonction de ce que l'environnement nous renvoie. C'est ça, il y a vraiment plein de tests, de recherches qui ont été faits où on met par exemple des enfants dans une classe et le prof le traite par exemple d'une autre façon et on voit que l'un groupe qui a eu plein de compliments finit à évoluer positivement, tandis que l'autre groupe régresse. C'est prouvé. Donc, c'est vraiment important. Et les sociétés humaines y participent pleinement. Nous tous. Par exemple, pourquoi a-t-on moins de femmes dans des postes, dans des autres fonctions, par exemple? Certes, c'est parce qu'on les embauche moins et on préfère les hommes. Mais la réalité est aussi qu'il y a moins de femmes qui se présentent pour ces postes-là. Et donc, si nous voulons combattre ces discriminations et réaliser un réel monde inclusif, par exemple dans le monde du travail, c'est important de travailler avec les employeurs, mais aussi avec les personnes. Et donc, combattre les discriminations, c'est aussi développer sa propre confiance, développer ses compétences et croire qu'on est capable. Oui, tout à fait. Alors, moi, je voudrais revenir aussi, avoir l'avis aussi de Madame Demar par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut parler de trauma psychologique lorsqu'il s'agit de racisme? Est-ce qu'il y a d'autres types d'impacts que ces discriminations peuvent avoir sur la santé des usagers? Oui, aux États-Unis, on utilise le terme de trauma racial. Ou de trauma post-traumatique. Donc, c'est en discussion pour le faire vraiment rentrer dans le dictionnaire médical. Mais il y a au moins depuis une bonne vingtaine d'années des recherches au niveau quantitatif et qualitatif qui permettent de qualifier le racisme sous l'angle d'un traumatique ou d'un stress post-traumatique. Donc là, on peut discuter la notion de post. Et qui montre que, alors comment maintenant est-ce qu'on qualifie ça? Parce que le post, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui arrive une fois. Vous avez vécu une fois une situation d'agression raciste ou raciale et donc vous êtes sous choc. Donc ça, effectivement, il peut y avoir des situations très particulières d'assignation extrêmement brutale ou même d'agression physique ou de meurtre, comme il y a aux États-Unis. Et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, en Belgique aussi. Donc ça, c'est une première situation, mais il y a aussi la dimension plus cumulative. On parlait tout à l'heure des micro-agressions, et donc du fait que c'est ce qu'expliquait aussi Fatima. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une série d'expériences dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas de domaine qui soit exempt, et ça peut arriver à tout moment. Et donc ces micro-agressions, ces dimensions cumulatives, participent de cet état de stress, ce qu'on appelle ce stress, et génère aussi des comportements d'anticipation. Donc ça peut être l'anticipation, ça peut être effectivement au moment où, là on prenait l'exemple des vacances, et qui est réel. Voilà, où est-ce que je vais aller en vacances? Est-ce que je vais aller en vacances là? Ou est-ce que mes vacances vont se transformer en cauchemar? Et ça peut être aussi, voilà, dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'on navigue, comment est-ce qu'on va faire pour éviter, ou pour ne pas avoir soit à vivre, mais aussi se retrouver dans des situations. Et ça fait, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire comment est-ce que ce qu'on a vécu, il y a la violence de ce qu'on a vécu, mais aussi de la violence de est-ce que la société, ça peut être les institutions, à desquelles on peut demander un accompagnement ou porter une plainte, ça peut être aussi l'entourage. Comment est-ce que cette société-là, cet entourage accueille? Et je crois que Fatima a parlé de double violence, c'est-à-dire ce moment où en fait il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'espace pour pouvoir poser
qu'il y a une violence qui a été vécue, parce que le racisme, c'est une violence. Et donc de devoir se justifier ou de devoir expliquer et donc voilà, il y a cette situation-là donc qui renvoie à la responsabilité sociétale en fait. Voilà. Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, cette notion de trauma, mais aussi pour répondre à votre question, c'est pas la seule entrée en fait dans le domaine de la santé pour penser le racisme. Donc avec le Covid-19, on a beaucoup parlé de la question des comorbidités, ce qui était très visible par rapport aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. À nouveau, on a des chiffres qui permettent de mesurer et d'objectiver d'un point de vue quantitatif. Et donc, on voyait très bien que la question des comorbidités, donc déjà la pathologie, notamment on parlait de diabète, d'hypertension, d'asthme, de maladies cardiovasculaires, etc. Prédisposés à développer une forme grave de Covid, mais prédisposent aussi à d'autres types de pathologies et en tout cas, il y a un certain nombre de recherches qui montrent qu'il y a un lien direct entre le fait de vivre du racisme et de développer ces pathologies-là comme étant à la fois liées au stress. Un stress chronique est tout le temps là, oui. Mais lié aussi à la pauvreté. Ouais. C'est-à-dire que les études sur racisme et santé montrent que des facteurs premiers, c'est la pauvreté. La pauvreté. Ouais. Et donc, c'est pas juste parce qu'on est noir, on va développer un problème de diabète ou d'hypertension, mais c'est parce qu'on est mis dans des situations de pauvreté. Donc, ça va toucher à la question du logement, ça va toucher à la question des revenus socio-économiques, de faire des travaux qui sont plus exposés, qui sont plus dangereux, à la question de l'accès aux soins, au système médical, etc., qui prédispose à développer ces pathologies-là. Et donc, du coup, là, effectivement, on peut avoir une autre entrée de mesurer la question des inégalités sociales et raciales dans le domaine de la santé, mais qui demande vraiment de prendre en compte beaucoup de paramètres. Paramètres socio-professionnels, de classe, environnemental, urbain, de genre, de sexualité, pour pouvoir mesurer ces inégalités. Ici, effectivement, le système de la santé, on en a un petit peu parlé, est quand même beaucoup plus inclusif, mais il y a quand même des vrais points aveugles. Voilà, on va tout de suite parler de la question de l'AMU, etc., mais la question pourrait se poser aussi, même si on n'est pas en mesure de mesurer. Alors, on va s'arrêter juste quelques instants, d'accord? On continue la discussion. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Vous êtes dans Santé pour tous sur Arabelle FM au 106.8. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour, chers auditeurs, dans Santé pour tous. On parle de l'impact des discriminations sur la santé avec nos invités. Je vais me retourner vers Moustapha Chehri, tout simplement pour savoir, tiens, finalement, si une personne est victime de discrimination, comment doit-elle réagir et vers qui doit-elle se tourner? La réponse va être simplifiée par l'intervention, le témoignage de Fatima et l'intervention de Cathy et de Sarah, sachant que on est d'abord des êtres humains, donc nous sommes animés par des émotions. Et ces émotions-là agissent sur nous dans ce qu'on appelle couramment la courbe de deuil. Quand on est victime d'un crime de haine, quand on est victime d'une discrimination, eh bien on rentre dans cette courbe qui va régir nos émotions par le choc, par le déni, par la peur, par la tristesse, jusqu'à arriver à la dépression. Et après, on a une phase ascendante qui est la remise en confiance, la sérénité, la capacité de réagir vis-à-vis de cette discrimination et d'agir vis-à-vis de cette discrimination. Et toutes les victimes passent par cette courbe-là et elle est spécifique à chaque personne. Il n'y a pas de recette miracle. Elle a une profondeur, elle a une longueur. Il faut aller au rythme de ce que vit cette personne-là. Et pas essayer de faire des choses à sa place. Il faut une co-construction de sa remise en confiance et une co-construction de la solution. Et une personne qui subit des crimes de haine ou bien des discriminations ne peut pas faire ça toute seule. Parce qu'elle doit d'abord affronter ses émotions. Elle doit trouver les alliés dans l'entreprise, les alliés dans l'école, les alliés dans sa famille pour y arriver. Ensuite, se rendre compte qu'il faut une stratégie pour aller en justice. Il faut une stratégie, il faut une capacité de rédiger une plainte.
Il faut la force d'aller dans un commissariat, de remplir des formulaires, de téléphoner à 4 services différents. Ça, c'est la réalité des gens qui subissent des discriminations. Et ça, la personne ne peut pas le faire toute seule. Hein. Il faut l'aider. Aller en justice, c'est extrêmement long, c'est extrêmement cher. On arrive à des affaires à la Cour européenne qui durent 10 ans, 40, 50 000 euros que la victime doit débourser de sa poche. Hein. Donc nous, on est là. Hein. Face à ça, eh bien, on essaie dans la mesure de nos moyens d'accompagner cette personne. Parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. L'expérience montre que c'est impossible qu'elle résiste à tous les obstacles qui sont devant elle. Donc il faut un accompagnement, mais un accompagnement global. Pas simplement l'aider à rédiger une plainte. Tu vas résoudre qu'un problème auquel elle doit faire face. Hein. Il faut parfois l'écouter 3, 4 fois, 5 fois raconter son histoire, parce que l'histoire, elle change, parce qu'elle n'est plus dans la même phase dans la courbe de deuil, etc. Donc c'est extrêmement contraignant d'aller porter plainte et de réagir vis-à-vis d'une discrimination, parce qu'il y a tout ce monde, il y a toutes ces choses-là qu'il faut gérer. Et Dieu merci, le CCIB existe et essaie dans la mesure du possible pour accompagner de A à Z. C'est de remettre en confiance la personne et d'aller avec elle jusque dans la salle d'audience du tribunal. Hein, et ça, c'est pour les personnes qui sont victimes d'islamophobie. Mais par exemple, quelqu'un qui est victime d'un acte raciste, il doit aller à la police. Et est-ce qu'il y a des associations, il y a le service d'aide aux victimes qui va l'aider? Oui, le CCIB fait tête de A à Z, hein, mais il y a d'autres associations qui sont actrices dans son guichet antidiscrimination, qui est là. Vous avez le MRAX, vous avez la Ligue des droits de l'homme, vous avez l'institution UNIA, vous avez l'institution d'égalité des femmes, etc. Mais ces institutions sont là, elles rendent des services, mais il faut rendre le service de A à Z. De manière globale. Et même parfois aider la personne financièrement à payer les frais d'honoraires des avocats. Donc. Alors, moi, j'avais aussi une autre question pour Cathy. Que dit la loi au sujet des discriminations à l'emploi et comment protège-t-elle le droit des personnes discriminées ? Oui, donc la loi, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer, donc je vais essayer de faire simple. Mais il y a 3 lois de référence qui protègent 24 critères. D'abord, il y a la loi du genre qui protège les femmes par rapport à leur grossesse, accouchement, maternité. Puis, il y a aussi une protection envers l'identité genre, l'expression genre ou le changement genre. Deuxième loi importante, la loi antidiscrimination, qui protège pour les personnes qui risquent d'être discriminées par rapport à leur ascendance, couleur de peau, nationalité, origine nationale et prétendue race. Et finalement, il y a la loi antidiscrimination qui protège encore beaucoup plus de critères, c'est-à-dire l'âge, caractéristiques physiques, génétiques, les convictions politique, religieuse, syndicale, l'état civil, même aussi l'état de la santé, la thématique qu'on traite aujourd'hui, la fortune, le handicap, langue, naissance, orientation sexuelle et origine sociale. Alors, il faut faire la différence entre les discriminations directes et indirectes. Direct, c'est par exemple, je t'embauche pas parce que tu as une autre origine. Là, c'est clair. C'est aussi plus facile à prouver. Mais il y a plein de discriminations qui sont indirectes. Par exemple, dans une offre d'emploi, on met qu'on recherche une personne avec la compétence français comme langue maternelle. Ça, c'est une discrimination indirecte parce qu'à cause de cela, on discrimine plein de gens qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Et peu importe que c'est notre langue maternelle, ce qui compte, c'est qu'on est capable qu'on maîtrise la langue. Oui. Et donc, il faut savoir que c'est très difficile pour les victimes de discrimination qui sont discriminées. Même s'ils ont le courage d'aller vers les institutions, c'est très compliqué. Mais il y a aussi d'autres solutions au sein de la loi. Et par exemple, il y a l'ordonnance testing, depuis 2019 aussi à Bruxelles, ce qui veut dire que
si vous vous sentez discriminé à l'embauche, vous pouvez aller vers l'Institut ou l'inspection bruxellois pour dire, voilà, j'ai cette expérience et sur base de votre expérience, ils peuvent faire des tests de situation ou envoyer des CV anonymes. Ah oui. Et ce qui est aussi important, c'est que chacun de nous a droit de faire ces tests lui-même aussi. Et puis, encore une législation importante, c'est par rapport à l'action positive. Ça donne en fait la possibilité aux employeurs, par exemple, de mettre en place un recrutement pour des groupes qui ont tendance à être discriminés. Par exemple, en ce moment, nous avons mis en place un projet pour recruter des primo-arrivants dans le cadre des recrutements du secteur de la santé. Il faut suivre toute une procédure. Mais donc, la loi, il y a des instruments qui peuvent nous aider à surmonter ces discriminations. D'accord. Donc, il y a possibilité de lutter. Enfin, vous êtes un peu dans la lutte aussi, et ça fait peur aux employeurs. Hein. On se dit, ouais, il y a quand même... voilà, si tu discrimines, tu peux être puni ou tu peux être condamné quand même. En effet, mais surtout ce que cet employeur risque, c'est de rater des personnes compétentes. Et en fait, il y a des études qui prouvent que des équipes plus diversifiées mènent à des meilleurs résultats, même un bénéfice supplémentaire de 35%. Donc, je crois que chaque employeur a envie de réussir son projet. Et c'est ça l'enjeu principal. Alors, ça, c'est un très beau message. Donc, nous avons aussi, Madame Demar, assisté il y a maintenant presque un an au mouvement Black Lives Matter. Et actuellement, nous voyons naître le mouvement Stop Asian Hate. Donc, est-ce que ce genre de mouvement, selon vous, a un réel impact? Et pourquoi ces mouvements apparaissent-ils maintenant? Au niveau de la Belgique, hein, ou au niveau global? Au niveau de la Belgique. Ouais. Y a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'abord, c'est que ça apparaît aujourd'hui sous cette forme-là et de manière assez visible. Mais il y a un militantisme antiraciste porté par les personnes afrodescendantes ou d'origine maghrébine qui est là depuis des années. En ce qui concerne le militantisme afrodescendant, c'est au moins depuis les années 90. Disons un militantisme qui va développer qui va se développer dans une dynamique anti-discrimination, antiraciste. On peut le dater au moins au milieu des années 90. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui avec la mobilisation, la marche contre le racisme du mois de juin, autour de Black Lives Matter, c'était le résultat de tout ça. C'est-à-dire, c'est des associations qui ne sont pas nées du jour au lendemain. C'est des associations qui sont nées, pour la plupart, celles qui étaient porteuses de cette mobilisation durant la décennie 2010. Et donc qui s'inscrivent un peu dans ce que moi j'appelle le tournant décolonial et intersectionnel du militantisme afro-belge, donc qui prend la relève, qui est accompagné aussi par des associations qui datent de plus longtemps. Et donc là, ça devient visible. Alors, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de personnes dans la rue pour manifester contre le racisme, et donc on le doit très certainement à cette globalisation de l'antiracisme, et au fait que les mobilisations étaient portées d'abord dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui peut rester un peu un point de mire par rapport à une manière de se mobiliser, et à une circulation aussi des savoirs antiracistes, des manières de revendiquer. Maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire en fait sur les retombées, hein, ce que vous disiez un peu, les retombées, les avancées depuis cette période-là. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu c'était les meurtres racistes par des policiers, hein, le point de départ de Black Lives Matter. Et c'est vrai qu'en Belgique, ça ne prend pas de la même manière qu'aux États-Unis ou même en France. Et donc on a vu vraiment beaucoup de gens descendre dans la rue, afrodescendants ou non afrodescendants. Et on a commencé à voir des visages, surtout de jeunes hommes noirs ou arabes, qui ont été victimes de violences policières. Mais ça ne se tient pas en fait dans la durée. On n'observe pas ce qu'on peut observer même en France autour de la mort d'Adama Traoré. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait essayer de questionner, de comprendre pourquoi.
Et par ailleurs, dans les visages qui sont sortis au moment des manifestations, c'était des décès assez récents, j'ai trouvé, alors que dans une certaine mémoire collective, il y aurait bien d'autres noms qu'on aurait pu mobiliser, mais qui, à ce moment-là, ça ne prenait pas. Donc, il faudrait un petit peu questionner. Et après, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses au niveau institutionnel. On a beaucoup de réponses, beaucoup de commissions autour de la décolonisation de l'espace public, autour de l'histoire coloniale, la commission Mémoire et Vérité, et la commission Congo. Maintenant, il faudrait voir un peu qu'est-ce qui va se passer au-delà de ces dispositifs de discussion. C'est beaucoup de discussions. Et donc, parce que c'est pas nouveau en fait, hein, c'est ces dispositifs de discussion qui peuvent ressembler aussi à des dispositifs de consultation. Et en ce qui concerne les mobilisations afrodescendantes antiracistes et les interactions avec les pouvoirs publics, on pourrait resituer ça vraiment dans un peu une généalogie du dispositif de consultation. On pourrait remonter à lancement de la décennie des afrodescendants qui a eu lieu en 2018-19. Et alors que voilà, les Nations Unies ont déclaré le lancement de la décennie de personnes d'ascendance africaine en 2015. Donc c'est arrivé très tard en Belgique et il n'y a pas d'action spécifique. Alors que c'est vraiment une décennie durant laquelle il doit y avoir des actions spécifiques avec un budget d'État spécifique pour les personnes d'ascendance africaine. Et malgré le fait que les experts des Nations Unies qui étaient venus un an avant avaient bien fait état d'un racisme endémique, d'une histoire coloniale qui n'est pas enseignée à l'école, d'un folklore raciste blackface, d'une faible insertion population d'ascendance africaine dans le monde de l'emploi, y compris dans les institutions publiques. Et donc, il faudrait voir un petit peu toutes ces dispositifs de consultation, ces discussions vont déboucher sur quoi ? Parce que voilà, en termes de discussion, on peut avoir l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a une plus grande accès à la parole publique des personnes afrodescendantes concernant les problématiques qui les concernent. Mais en termes de réponses structurelles, j'ai l'impression qu'on est un peu toujours dans ce narratif on découvre qu'il y a un problème, on découvre qu'il y a du racisme, on découvre... Alors que c'était là depuis longtemps. Ouais. Alors que c'est porté depuis 3 décennies, Ouais, c'est ça. à peu près. Et donc voilà, attendons de voir. Mais maintenant, si on se situe du point de vue des mobilisations afrodescendantes, c'est d'une extrême richesse. Voilà, il y a énormément d'initiatives et de plus en plus, voilà, fait. Oui. Qui sont à souligner. Ok, alors on va devoir partir à la pause quelques instants. Donc, chers auditeurs, restez avec nous pour cette toute dernière partie. Nous sommes avec nos 3 invités, nos spécialistes. Nous parlons des discriminations et de l'impact sur la santé. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour, toute dernière partie de votre émission Santé pour tous. J'ai encore quelques questions pour nos spécialistes. Donc, juste avant la pause, on parlait avec Madame Demar. J'allais revenir vers Monsieur Chahiri. Moi, j'avais cette question. Mais tiens, finalement, de plus en plus de lois passent sur le port du voile. Est-ce qu'on peut parler de discrimination à l'heure institutionnelle ? Et pouvez-vous nous expliquer de quoi il en ressort ? Alors, je me retourne à mes notes. Alors, on ne peut pas dire que des lois passent. C'est plutôt leur interprétation et leur application qui est un peu différente. Les lois, elles sont là. Elles ont été votées dans un parlement. Donc, elles sont là. Elles ont été votées dans un parlement il y a très longtemps. Et puis, des gens, dans leur vécu de tous les jours, s'estiment lésés dans le comportement avec d'autres personnes, dans le comportement d'institutions, dans l'exclusion d'une école ou d'un travail, etc. Et évidemment, ils vont revendiquer leurs droits auprès d'un tribunal. Et un tribunal, les juges sont là, ils connaissent la loi sur le papier, et puis là, ils sont devant une nouveauté dans le spectre de ce qu'ils doivent gérer, et ils sont un peu perdus parce qu'ils ont un regard sur ce qu'ils sont occupés à juger. Ils ont un regard personnel aussi, influencé par toute l'actualité qui vient perturber leur radar finalement.
Et c'est là qu'est le problème. C'est qu'à un moment donné, on fait une réinterprétation d'une loi votée par des parlementaires dans des contextes très différents, et puis pouf, on reçoit quelque chose d'extrêmement violent de la part d'un juge, qui déjà parfois, pour certains juges ici à Bruxelles, vous êtes une femme en foulard, vous rentrez pour revendiquer vos droits, vous dites sortir parce que vous portez le foulard. Ça, moi je le vois dans l'aide à la jeunesse, en tout cas je peux le dire, dans mon travail, il y a des femmes qui ne peuvent pas rentrer dans les tribunaux parce qu'elles portent le voile. On leur dit, si vous voulez rentrer dans mon cabinet, vous retirez votre voile. Ça c'est inacceptable parce que c'est illégal déjà. Ils n'ont pas le droit de faire ça. La Cour européenne de justice l'a encore rappelé. Le bâtonnier, on espère qu'il fera son travail. Ounia a fait son travail en faisant les recommandations, en faisant les rappels, mais ça ne change pas. Il a autorité dans son tribunal d'audience pour juger, mais est-ce que ça va jusqu'à l'apparence? Et il n'y a pas qu'un juge. Tout le monde, dans ce flou juridique entretenu par des discours politiques, qui ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien, tout le monde s'investit d'une mission à être juge lui-même. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas, parce que tu portes le foulard, tu ne peux pas faire ceci. Dans une salle de sport, tu ne peux pas rentrer, etc. Donc tout le monde se sent investi de mener à bien son idéologie plutôt que la loi. Donc dans ce flou juridique et parlementaire, eh ben, on est livré à n'importe qui dans la rue ou bien livré dans n'importe quelle institution à sa volonté. C'est moi qui décide. C'est effrayant de voir qu'une société fonctionne très très bien en termes de diversité. On a un nouveau directeur. La seule chose qui le préoccupe, c'est de retirer le foulard des employés. Jamais à penser au bien-être de ses employés ou peut-être à la mission pour laquelle il est engagé. C'est véritablement une obsession. Et donc c'est vraiment la question du pouvoir dont Sarah parlait tout à l'heure, par rapport au racisme. C'est vraiment la question de, tiens, finalement, je suis directeur d'entreprise, je suis juge, je suis avocat, et c'est cette question qu'à partir du moment où tu as du pouvoir, et on parle aussi par exemple des médias, la représentation de l'islam dans les médias. Voilà, il y a une sous-représentation médiatique sur la place des personnes de confession musulmane aussi dans la société. Et donc les gens ne sont pas habitués à vous voir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ils sont... je pense que le musulman est très très large parce qu'on peut être blanc, on peut être noir, oui, c'est vrai. Surtout les miens. Belge, on peut être etc. Donc, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que la diversité est absente. Oui, c'est ça. Même si on prend quelques éléments pour dire on fait de la diversité, c'est pas ça la diversité. Tout à fait. C'est pas mettre une personne qui fait le nettoyage ou une personne devant un sas d'entrée pour dire qu'on fait de la diversité. Le pire, c'est qu'il y a même un label de diversité qui est, nous militants antiracistes, on trouve parfois aberrant que des sociétés... on est obligé de mettre un label diversité, genre pour dire que c'est normal en fait, c'est ça, alors que ça devrait être normal. Oui. On est, évidemment, en tant que militants antiracistes, on est beaucoup plus radicaux que les institutions qui donnent des labels ou qui essayent de faire de leur mieux parfois. Mais... Nous, on n'a pas de label, mais on est super diversifié à l'Espace Santé Famille. Donc, Madame Cathy, je voudrais savoir, quels conseils vous donneriez aux personnes qui sont victimes de discrimination à l'emploi? Les conseils, je dirais, venez chez nous, chez Acturis Inclusive Service Antidiscrimination, parce que nous sommes l'institution reconnue dans cette matière et nous prenons réellement le temps de l'écoute. Nous sommes accessibles de différentes façons, téléphone, sur place, et donc... nous avons une posture de reconnaissance du vécu de la discrimination de la personne. Et rien que ça, c'est déjà réparateur. Tout à fait. Alors ensemble, on regarde qu'est-ce que recherche la personne. Est-ce qu'elle veut déposer plainte? Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et qui nous disent « Mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans des procédures. Je veux surtout un job. » Et alors, on analyse avec la personne
qu'est-ce qui est sa situation, quelles sont les pistes d'avancer, et on avance à côté de la personne. On la téléphone chaque mois, on voit où elle en est, on vient avec des nouveaux conseils et on développe avec la personne le pouvoir d'agir, l'empowerment, qu'ils reprennent confiance ou qu'elles reprennent confiance en soi et on avance ensemble. Et notre objectif, notre indicateur principal, c'est que la personne trouve un emploi. Donc c'est ça notre objectif. Mais il y a d'autres possibilités. On peut accompagner, par exemple, inciter à des formations. On a des stages à disposition. Il y a tellement d'outils qu'on peut mettre à disposition pour surmonter cette dure réalité. Oui. Alors, j'avais juste une dernière petite question pour Madame Demar. Alors, comment éduquer les générations futures, les enfants, justement, à être résilients, mais aussi à savoir se défendre contre la discrimination? Est-ce que c'est vraiment les personnes qu'on doit éduquer ou c'est plutôt la société qu'on doit éduquer? Ça, c'est une très, très large question. Je crois que l'éducation, elle est déjà bien en route. En tout cas, elle est vraiment... vraiment portée par les associations qui semblent aller quand même beaucoup plus vite que l'État, en fait. Je ne dis pas que les institutions peuvent développer des outils en interne, mais au niveau vraiment d'un choix de société de considérer que le racisme, c'est pas possible, on ne peut pas faire avec, et donc on se donne vraiment les moyens d'y mettre un terme. Ça, on sent qu'il y a beaucoup d'hésitation, qu'en fait on est dans une société qui hésite, en fait. On n'est pas sûr que ce soit si problématique que ça, le racisme. Et il y a beaucoup de complaisance, il y a vraiment énormément de complaisance. Mais du point de vue des associations, il y a eu un développement d'outils ces dernières années qui est absolument remarquable pour les enfants, donc à la fois au niveau de la Belgique, mais aussi au niveau plus global, que ce soit dans les jeux, dans les lectures, mais aussi dans les discours, dans les espaces, les espaces associatifs, pour permettre aux enfants d'avoir des représentations de corps qui sont proches des leurs, de corps colorés, de corps de couleur ou noirs, et qui ne soient pas associés à des représentations négatives. Il faut quand même avoir conscience, en tout cas moi je le vois avec mes enfants, c'est que ça arrive très très tôt. Tout à fait. Et il y a aussi la recherche que j'avais coordonnée pour la Fondation Rabaudouin qui le montre aussi, c'est que dès la primaire et même dès la maternelle, et certains disent même dès la crèche, le racisme, il est transmis aux enfants. Et donc selon qui sont les enfants, etc., ils vont l'interpréter différemment, mais le fait que le blanc est une belle couleur, et la couleur du pouvoir et la couleur de la norme, à 4 ans, c'est intégré. C'est intégré chez les enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ça touche à l'emploi, ça touche à l'école et l'emploi qui sont les enseignants, et surtout à la compréhension de ce qu'est le racisme. Parce que c'est très compliqué de venir à l'école et de écouter Père Fouettard, par exemple. Ouais. C'est problématique. C'est problématique, et pas parce que la couleur est foncée. Donc, comment on interprète sa couleur, à quelle valeur on l'associe, c'est problématique. C'est problématique de mettre la main dans les cheveux de mon enfant, ou c'est problématique de faire telle activité ou tel jeu de rôle. C'est très compliqué d'avoir cette discussion-là avec les enseignants, parce qu'il y a cette idée, et c'est le problème, ce que je disais sur l'individualisation du racisme, ça renvoie tout de suite à des mécanismes de défense. Mais non, mais moi je suis pas raciste. Et donc cette idée finalement que le racisme, ça relèverait de l'intentionnalité et de l'auto-identification. Alors que pas forcément. Ça ne peut pas être raciste puisque je ne suis pas raciste. Mais ça n'est pas ce qu'on est ou ce qu'on pense être, c'est les actes. Tout à fait. Et c'est là où, en termes d'éducation, il y a vraiment quelque chose à faire. Gros travail à faire. Mais pour moi, l'éducation, c'est bien, mais il doit y avoir la contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être contraignant. Comme on disait tout à l'heure, on a des décrets, on a un cadre législatif au niveau belge qui a ses limites au niveau européen. Mais à un moment donné, il faut trouver une manière de pouvoir le mettre en place. Et c'est là où je dis qu'il y a beaucoup de complaisance par rapport au racisme. C'est qu'il y a des choses aujourd'hui, c'est pas toléré. Voilà, un député peut pas venir tout nu dans un parlement. Ça ne passerait pas. Et donc, il y a des choses, on accepte, et puis il y a des choses... On n'accepte pas. On n'accepte pas. Et là, à un moment donné, on a besoin d'avoir
un discours un peu plus clair si on pense que le racisme, effectivement, c'est problématique pour nos enfants, parce que ça fait du mal aux enfants. Et là, on a aussi beaucoup d'études qui montrent que le racisme a des effets sur la santé psychologique et mentale. On parlait des adultes, mais aussi des enfants. Mais ça ne fait pas non plus du bien aux enfants blancs. Ça leur fait pas du bien de penser qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est pas bon non plus. Tout à fait. Alors, on va devoir s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé de 2 minutes notre émission. Donc, voilà. Oui, il y a un numéro vert que vous vouliez nous communiquer. Un petit dernier message avant de clôturer. Cathy, vous communiquer un numéro vert en cas de souci? Oui, en effet, chez Actiris, nous avons un numéro vert. Ça veut dire un numéro gratuit que vous pouvez téléphoner lorsque vous avez un sentiment de discrimination à l'embauche, c'est-à-dire le 0835 089. Je répète, 0835 089 est à disposition si vous êtes confronté avec un sentiment de discrimination. Voilà, je vous remercie vraiment à tous. Mustapha, merci aussi d'avoir été parmi nous. Merci à nos invités. Voilà, on a dû se dépêcher pour cette émission, mais c'était vraiment très très riche. Je crois que je pourrais rester 2 heures à table avec vous, tellement c'est intéressant tout ce que vous me racontez. Donc vous pouvez retrouver le podcast de l'émission normalement dès demain sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Sinon, il y a encore le live qui est sur la page Facebook, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, je pourrais les transmettre à nos invités, donc n'hésitez pas aussi. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Nous parlons émotion et nutrition durant le mois de jeûne, le mois de Ramadan. Donc à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end.